Bonjour, bienvenue à toutes et tous à l'ISELP ce soir. Nous sommes ravis d'accueillir cette saison-ci la structure Home. Home tisse vraiment des liens fertiles entre les arts contemporains et les sciences. Et je vous présente déjà Camilla Colombo, qui est donc la commissaire de l'exposition Uncharted, que vous retrouvez dans la salle jusqu'au 6 décembre. Et si vous n'avez pas encore vu, si vous voulez la revoir en bonne compagnie, Camilla va faire une visite guidée de l'exposition le samedi 8 novembre à 15h, en compagnie d'une glaciologue, puisque justement cette exposition a été composée aussi à l'aide de scientifiques avec qui Home converse. Et donc vous retrouverez aussi une partie de ces conversations sur notre podcast, dans la rubrique Tête chercheuse, car justement l'équipe de Home, avec plusieurs scientifiques, ont traité de cette question de la croûte terrestre que l'on retrouve ici dans l'exposition. Alors encore deux petites annonces. l'ISELP participe au Festival du film sur l'art. Et donc, dans le cadre de l'exposition, il y a une projection samedi 15 novembre à 15h. Aussi, où il y aura une conversation avec un autre scientifique. De même que le 28 novembre, une conversation de Elsviane, qui est une installation dans l'exposition, avec aussi un autre scientifique. Voilà, un programme très très riche qui a été donc proposé par Home ce trimestre-ci et qu'on est ravis d'avoir. Et donc, je vais laisser à Camilla le soin de présenter notre conférencier de ce soir. Merci, bonne soirée. Ok, merci Catherine. Bonsoir à tous et toutes. Je suis ravie de vous trouver ici ce soir pour une rencontre à laquelle je tiens vraiment beaucoup, parce qu'on a la chance d'avoir ici Grégory Koenet, qui est professeur à l'université de Paris-Saclay. Il est vraiment un grand pionnier de l'histoire environnementale en France. Je dis pionnier parce que comme il nous expliquera peut-être un peu, ça reste une discipline assez jeune et très urgente aujourd'hui. Il est co-directeur du département des humanités environnementales du Collège de Bernardinis. Et dans sa pratique et dans sa recherche, il propose une relecture de l'histoire en intégrant les interactions entre humains et non-humains et en repensant nos rapports au temps, à l'espace et au vivant. Donc, à travers le prisme de l'histoire environnementale, il ouvre des pistes pour imaginer d'autres récits sensibles et situés. Voilà, donc je viens de faire une visite assez rapide de l'exposition avec Grégory. Et je pense qu'on va un peu faire un ping-pong sur ça. Mais avant tout, je voudrais bien que nous faisions une petite présentation de l'histoire environnementale, de cette discipline transversale et qui englobe beaucoup d'autres objets et d'autres éléments. Voilà. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence. Merci à ISELP et à Camilla Colombo de cette invitation. Alors, vous l'avez dit, je suis historien de l'environnement et vous l'avez dit, l'histoire environnementale est une discipline jeune qui a tout juste 50 ans. C'est assez étonnant, c'est une discipline jeune qui a tout juste 50 ans, ça paraît beaucoup. Ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de tout à fait nouveau en Europe, en particulier en France, en Belgique, en Suisse, disons vraiment dans le cœur de l'Europe continentale. Et en revanche, c'est une perspective qui est apparue dans les années 1970 aux États-Unis, avec une manière de comprendre les questions écologiques de façon très différente de celle que l'on pourrait formuler aujourd'hui et qui peut nous étonner. À l'époque, les États-Unis étaient le pays le plus écologique du monde. Encore à ce jour, jamais autant de personnes ont défilé dans la rue que pour la Terre. Le premier Earth Day en 1970, 20 millions d'Américains et d'Américaines qui sont descendus pour cela. Ce qui d'ailleurs nous interroge, comment se fait-il qu'il y ait tant de mobilisation écologique et qu'on les oublie
et qu'on ait le sentiment à chaque fois de redécouvrir quelque chose de nouveau et de repartir à zéro, puis à nouveau de se casser les dents. C'est aussi une question pour les artistes. Alors dans ce contexte-là, l'intuition de l'histoire environnementale, et vous allez voir commencer à s'installer les liens avec l'art, c'était justement de dire que, eh bien, il fallait écrire l'histoire autrement, de telle sorte que on disait les non-humains, comment dire, en anglais dans les années 70, les non-humains ne constituaient pas un décor immobile, comme un décor de carton-pâte, de théâtre, à l'arrière de l'histoire humaine, avec au premier plan des êtres humains qui les seuls faisaient l'histoire. Et donc ces historiens ont commencé à écrire tout simplement des histoires de poissons, des histoires de rivières, des histoires de chocs microbiens, ce qui était totalement nouveau. Pas totalement, parce que les traditions des liens entre l'histoire et la géographie faisaient que dans l'école des Annales, qui était la grande école historique française depuis les années 1930, c'était quelque chose qui existait plus ou moins à Fernand Braudel, le premier historien à avoir écrit un livre sur une mer, sur la mer Méditerranée, le livre La Méditerranée qui paraît en 1949. Mais ils apportent une deuxième chose qui est tout à fait nouvelle, c'est que les années 1970, c'était un contexte de mobilisation. Voilà. Une performance directe. Un non-humain, voilà, qui frappe à la porte, un fantôme. Alors, on parlera de fantôme, tiens, tout à l'heure. On parlera. Ça fait partie de l'histoire environnementale. Ce qu'ils apportaient de nouveau... Ah, est-ce que c'est peut-être en touchant, ça, non? Non, c'est celui-ci, si vous en mettez. Excusez-moi. Il faut que je touche. 1, 2, 3, 4. Voilà. Les années 1970, c'était le contexte de mobilisation fin des années 60 contre la guerre du Vietnam. Et en fait, c'était la prise de conscience que la guerre du Vietnam était aussi un impérialisme, qui avait l'impérialisme américain, était aussi un impérialisme écologique. Ah, ouais. Aïe. On change de micro? Ouais. Oui. Allô, est-ce que ça marche? Oui. Et donc, ils introduisent dans l'écriture de l'histoire l'idée que les rapports entre les humains et les non-humains, eh bien, sont des rapports de force, sont des asymétries, des questions d'inégalité, ce qui fait tomber ce qui était un peu un lieu commun de l'écriture de l'histoire jusque-là dans le rapport entre histoire et géographie, c'est que finalement, avec un temps très long, il y avait des rapports harmonieux qui se mettaient en place. Et donc l'histoire environnementale, c'est une histoire très politique, c'est une histoire d'inégalité, de rapports de force, et ils introduisent une troisième chose, c'est-à-dire la conviction qu'il faut faire pour les autres qu'humains la même chose que ce qui a été fait pour toutes les autres minorités, tous les dominés, les sans-voix, les minorités sexuelles, les minorités raciales, et pour ce faire, il faut raconter des histoires autrement, avec une difficulté qui est propre, c'est que ces non-humains ne parlent pas. Donc il ne s'agit pas de donner la voix, la parole à ceux qui ont été réduits au silence, mais il s'agit de trouver des moyens. Et là aussi, ça fait un lien avec l'art, c'est que, eh bien, dans ces années-là, la question du récit et des histoires devient centrale. Comment raconter de meilleures histoires? Comment raconter des histoires autrement? Comment inventer des formes rhétoriques qui permettent de repeupler et de parler pour ceux qui ne parlent pas, tout en montrant toutes les opérations par lesquelles on se fait le porte-parole de quelqu'un, puisqu'évidemment, il y a une vraie difficulté. Hein. Au nom, quelle est la légitimité pour parler pour d'autres? Avec quels outils? Et justement, c'est là que je voudrais introduire pour me situer dans les expériences que j'ai eues à plusieurs reprises avec des artistes. J'ai travaillé à plusieurs reprises avec Laurent Grasso, par exemple, pour son exposition au musée d'Orsay Artificialis, pour d'autres projets. Ce que j'ai compris assez rapidement, c'est qu'en fait, il ne s'agissait pas de se demander qui était à l'avant-garde de qui. Est-ce que l'artiste est là pour rendre compréhensible une théorie scientifique nouvelle, ce qui est souvent le cas dans les domaines art-sciences, ou est-ce que le scientifique est là pour commenter une œuvre d'art? En fait, c'est plutôt comme deux chemins qui sont en parallèle, qui se croisent, qui s'éloignent, et où ce qui est important, en tout cas moi ce qui m'a toujours intéressé dans l'art, c'est de me faire voir ce que je ne comprenais pas. Pas de me montrer ce que je comprenais. Parce que je préfère lire un livre dans ces cas-là, mais en revanche, ce déplacement, et c'est assez difficile parce que du coup, c'est pas un rapport didactique, mais c'est un rapport plein de creux, de silence, de chemins qui s'éloignent. Et d'ailleurs, très concrètement, j'ai remarqué souvent qu'à un certain moment, il y avait des choses qui, du coup, quand ces questions nouvelles surgissaient, eh bien, ça me faisait me poser des questions de recherche. Alors même que ça correspondait souvent au moment où l'artiste doit boucler son exposition, il doit aller très vite, il n'a pas du tout le temps pour ça, et il faut accepter ces temporalités différentes. Et je crois que ça fait partie vraiment du type de dialogue
qui doit être installé. Donc je ferai des références aux œuvres que j'ai eu la chance de voir et avec Camilla et avec son éclairage, mais plutôt en leur posant des questions, plutôt en disant ce qu'il faut y voir. Je pense qu'on doit partager. Ah oui, on doit partager, oui, tout à fait. Voilà. Super. Je sais pas, on a encore un micro-moment parce que je voudrais quand même creuser encore un tout petit peu sur l'histoire environnementale. Ouais. Je sais que vous parlez de 5 éléments qui caractérisent l'histoire environnementale. Et je trouve que c'est une petite liste de caractéristiques qui est particulièrement parlante et ça aide beaucoup à comprendre en fait à quel point c'est une discipline transversale et ancrée vraiment dans le réel. C'est pas une discipline théorique du tout, pas abstraite. Donc, est-ce que vous pouvez creuser un tout petit peu sur ces 5 Ces 5 éléments qui sont ma définition à moi, telle que je l'ai élaborée dans un livre et dans plusieurs articles. Ce n'est pas la définition standard. La définition standard qui est donnée habituellement, c'est de dire l'histoire environnementale, c'est l'histoire des relations entre les sociétés humaines et leur écosystème. Alors ça marche très bien comme un vaste parapluie académique, mais en réalité on voit bien que ça a tendance à séparer, ça rend pas compte de tout ce qui est nouveau et qui s'est fait. Donc moi je donne nos définitions en 5 éléments. D'abord, premier élément, repeupler le social, faire qu'il y ait plein d'acteurs non humains, qui soient des acteurs à part entière de l'histoire, avec leur propre agentivité, avec leur propre logique, leur propre capacité d'action. Deuxième chose, rapport de force et asymétrie. Ce que j'ai développé, cet ancrage, les inégalités, la guerre du Vietnam, etc. Troisième élément dont je n'ai pas parlé, c'est la processualité. C'est-à-dire que l'histoire environnementale, c'est cette chose très compliquée qui consiste à dire on va raconter l'histoire en faisant bouger en même temps les sociétés et la culture d'un côté, et de l'autre les changements environnementaux, et sans le séparer. C'est très difficile parce qu'en réalité, il y a une très belle image d'un anthropologue, Harald Welzer, qui écrit ça dans Les guerres du climat. Il dit le problème, c'est comme s'il y avait 2 trains qui avançaient en parallèle. Et en fait, quand on est dans un des 2 trains, et on retrouve un problème de perception, quand on est dans un des 2 trains, eh bien, quand on est dans le train de la culture, on voit bouger la nature, mais on ne voit pas bouger la culture. Et quand on est dans l'autre train, eh bien, même chose, on ne voit pas bouger l'autre. Donc faire bouger les 2 en même temps, c'est extrêmement difficile. 4e élément, c'est un élément, c'est parler pour, se faire des porte-paroles, et donc il faut avoir des dispositifs, il faut expliquer comment on fait des enquêtes, il faut retourner dans les archives, mais il faut les faire parler. Et enfin, un dernier élément, c'est une histoire totale, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'écrire une histoire qui ait un début et une fin sans séparer les différents êtres qui habitent ce monde, en essayant d'exclure le moins possible. Même si c'est raconter une histoire, c'est toujours exclure, on ne peut pas tout mettre dans l'histoire, ne serait-ce parce qu'il faut avoir un début et une fin, c'est organisé dans le temps. Et ça, il y a cette dimension narrative, et en même temps, il y a la volonté que cette histoire, elle soit aussi une histoire qui a une double dimension, qu'elle soit un outil de connaissance, et un outil qui nous resensibilise, et qui soit une sorte de boussole éthique, comme le dit William Cronon. Et si on met ces 5 choses, très simplement mesurer, repenser aux cours d'histoire que vous avez eus, ou même en livre d'histoire qu'on lit encore, eh bien ces 5 éléments, dans encore beaucoup dans l'histoire qui est enseignée, et dans la plupart des livres d'histoire qui sont publiés, ils sont totalement absents. On continue à écrire une histoire qui est faite par les humains, pour les humains, à des humains. Et on voit bien la difficulté, et c'est là aussi que le dialogue avec les artistes est extrêmement important, parce qu'on est face à des formes symboliques, des formes culturelles qui sont héritées, qui ont eu l'histoire, et qu'il faut faire bouger, mais sans pour autant les faire tomber par terre. Et ça, c'est quelque chose que je réexpliquerai à un moment. Il ne s'agit pas de faire une table rase, mais il s'agit de mettre en mouvement des formes héritées, des traditions, des disciplines, mais à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose, c'est une position dans l'histoire orientale que je défends, qui n'est pas forcément la position la plus courante, parce que l'histoire orientale a beaucoup procédé comme une sorte un peu d'avant-garde, en disant, voilà, on va faire tomber l'histoire officielle, etc. Et je pense qu'une des difficultés, c'est qu'en réalité, non, il faut réussir à changer le cœur de la discipline, il faut réussir à changer l'histoire standard. Il ne s'agit pas de raconter une histoire à des convaincus, écrite par des convaincus.
On voit bien les difficultés qu'on a, c'est sorti de les gens qui sont dans cette salle, comment est-ce qu'on fait pour embarquer d'autres personnes. Et ce que je fais très souvent, ce que j'aime beaucoup comme histoire de l'environnement, je l'ai fait dans mon livre sur Versailles, mon livre sur l'écologie au Louvre, l'après-midi au Louvre il n'y a pas très longtemps, c'est que j'aime prendre des sujets qui en apparence n'ont rien d'écologique, même qui ont été construits contre l'écologie, pour montrer qu'en fait, qu'ils sont profondément écologiques. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout le monde est un écologiste qui s'ignore, non, c'est pas ça. Mais ça instaure des potentialités, des tensions à l'intérieur qui permettent de faire bouger les choses. On va donner une deuxième chance à ce micro. Ouais. Voilà, donc déjà, merci beaucoup pour cette introduction. Et il y a un élément que j'ai l'impression de revenir beaucoup. Vous avez parlé du temps. Quand on pense histoire, on pense temps. Aussi en géologie, on pense terre et bizarrement on pense temps. Ouais. Au moins autant qu'on pense roche, terre, matière. Mais il y a plusieurs œuvres en fait dans l'exposition qui agissent grâce au temps ou qui questionnent les relations entre le temps humain et le temps de la terre. La question de l'échelle et de ce sort de dépaysement et de cessation d'être en réalité en tant qu'humain assez limité, pas seulement par la durée de notre vie, mais aussi par nos capacités intellectuelles. Enfin, le cerveau humain est une machine magnifique, mais reste quand même une machine limitée. Autant qu'on n'arrive pas à vraiment saisir l'ampleur, on parle de milliards d'années quand on parle en géologie, mais personne n'est vraiment capable de matérialiser dans son propre esprit en échelle temporelle de cette taille-là. Et donc, je voulais vous demander de commenter un peu cet élément du temps, de votre point de vue. Le temps humain, le temps de l'histoire, et aussi le temps de la nature dans laquelle on... Enfin, nature, après, je n'aime pas ce mot parce que c'est un mot inventé. La nature n'existe pas. Mais ça, c'est une autre question. On la gardera pour après. Vous avez fait le lien entre la Terre et les temporalités et le temps. C'est-à-dire que la question, c'est comment l'irruption de la Terre, comme sujet de l'histoire, comme aussi d'ailleurs sujet politique, sujet scientifique, eh bien, fait événement et fait rentrer dans un nouveau temps et introduit une nouvelle temporalité. Alors, ce qu'il faut bien dire, comme historien de l'environnement, ce qu'on essaie de faire toujours, c'est de raconter de meilleures histoires. Rappelez-vous, dans les années 1970, la question de l'histoire environnementale n'était pas la question de la Terre. Même il n'y a pas si longtemps, quand j'ai écrit mon livre sur l'histoire environnementale du château de Versailles, par exemple, je travaille sur un territoire, et la Terre n'est pas tout à fait présente. Donc, il faut mettre sur la table le fait que, comme scientifique, comme on a nous-mêmes été affectés par des questions nouvelles et par l'irruption de cette Terre qui nous a transformés, et ce qui demande, ce qui est complexe, de prendre en compte ceci de tout à fait nouveau. Et pour bien montrer la nouveauté, je l'illustrerai par les liens et les rapports entre l'histoire et la géographie. Les rapports entre l'histoire et la géographie qui sont extrêmement importants, tels que les sciences se constituent à la fin du XIXe siècle, l'institutionnalisation de la géographie, enfin une histoire comme discipline plus ancienne, mais l'institution de la géographie, et il faut bien voir que c'était fait sur quelque chose où il y avait l'histoire qui dialoguait avec géographie physique et géographie humaine. Et donc il y avait deux idées finalement, il y avait l'idée que certes il y a les temps de la nature, Durkheim l'explique très bien dans un moment, mais les temps de la nature sont très lents. Et donc, finalement, cela n'affecte pas les vies humaines et ce n'est pas un élément qui permet d'expliquer les sociétés. Et donc, Durkheim l'écrit comme ça, en disant « La nature change si lentement que seules les sociétés expliquent ce que sont les sociétés. » Et donc, la nouveauté, c'est que nous, aujourd'hui, on a des temporalités de la nature qui sont non seulement rentrées dans nos vies humaines, on en fait l'expérience tous les jours, mais qui en plus se transforment même plus rapidement que les cadres sociaux, mentaux, pour ne pas parler des cadres juridiques et sociaux. Et ça, c'était impensable pour, lorsque les sciences sociales s'organisent à la fin du XIXe siècle. Donc déjà, il faut encaisser ça. Le deuxième choc à encaisser, c'est que ces temporalités-là,
eh bien, ce sont des temporalités qui sont, qui n'obéissent pas à un schéma qui était celui de couches bien ordonnées. Je parlais géographie physique et géographie humaine. Tel encore qu'on l'enseignait il n'y a pas très longtemps, moi c'est ce qu'on m'a enseigné. On apprenait les formes de relief terrestre, on faisait de la géomorphologie, on avait des cartes géologiques, etc. Et ce qu'on expliquait, c'est que finalement, tout ça, la géographie physique, c'était en quelque sorte le squelette. C'est ce qu'écrit Emmanuel de Martonne dans son volume sur la géographie physique de la France, dans l'encyclopédie universelle de Vidal de la Blache. C'est comme le squelette, ça fixe des formes, les formes du relief, c'est stable, et puis viennent se poser dessus des sociétés humaines qui, elles, bougent beaucoup plus. Et donc c'était ça l'alliance entre géographie physique et géographie humaine, une sorte de cadre stable sur lequel viennent se poser des sociétés humaines qui faisaient l'histoire. Eh bien ça a totalement explosé avec une Terre qui a repris de la densité, c'est-à-dire en introduisant cette Terre avec ce qu'on appelle la zone critique. Je suis très proche du géophysicien, géochimiste Jérôme Gaillardet, qui a écrit un très beau livre, La Terre habitable aux éditions La Découverte. Il explique comment la découverte de la zone critique, c'est cette fine pellicule où se concentrent les conditions d'habitabilité de la Terre, quelques centaines de mètres sous le sol, quelques centaines de mètres dans les airs. Eh bien, dans cette géographie physique, telle qu'on l'enseigne il n'y a encore pas si longtemps, c'est quelque chose qui n'existait pas tout simplement. À la fin des années 40, lorsque Emmanuel de Martonne conclut son volume sur la géographie physique de la France, 600 pages, 600 pages, à la page 588 ou quelque chose comme ça, de mémoire, il dit, oui, bon, alors il y a aussi un sol, c'est vrai, il y a aussi des plantes, des arbres, des animaux, mais tout ça c'est beaucoup trop compliqué pour en faire une science. Et paf, il s'est arrêté là. Et après, il passe la parole, le volume suivant sur la géographie humaine, c'est de Mangeon qui l'écrit. Et comment est-ce qu'il fait le lien entre les deux? De Mangeon, il dit, le lien entre les deux, c'est l'histoire de la France. La France comme sujet politique. Et vous voyez le gouffre qu'il y a entre les deux. Et nous, on doit habiter ce gouffre. On est dans ce gouffre-là. Et ce gouffre-là, la difficulté, c'est que, eh bien, il correspond, c'est la troisième difficulté, et il suppose des formes du temps, une nouvelle forme du temps, qui ne correspond pas au régime moderne d'historicité tel que l'a défini François Hartog, c'est-à-dire passé, présent, futur se succédant, bien sagement, ni même d'ailleurs au présentisme, c'est-à-dire cet éternel présent qui caractérise nos sociétés à partir des années 1980 quand elles entrent en crise. Et justement, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans un certain nombre d'œuvres qui sont présentées, c'est qu'on voit très très bien ces nouvelles temporalités. Par exemple, les glaciers qui disparaissent. Dans un avenir assez proche, eh bien, il y aura un certain nombre de glaciers qui auront disparu. Il n'y aura peut-être même plus glaciers. C'est-à-dire que notre monde sera peuplé de fantômes qui ont existé, dont il restera des traces, des sons, des photographies, des formes symboliques comme celle qui est représentée par cet artiste avec cette installation forte, et qui continueront à habiter notre monde, y compris même juridiquement. C'est une question qui se pose déjà. Qu'est-ce qu'on va faire de la liste des glaciers qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO? Est-ce qu'on va les supprimer de la liste ou est-ce qu'on va continuer à mémorialiser la trace de ces fantômes? C'est des éléments qui rappellent ce qui a disparu. Donc ça, c'est une question tout à fait nouvelle. Pensez aussi à cette œuvre, ça c'était l'œuvre d'Elziane à laquelle je faisais allusion. Pierre Malfait, son œuvre cette fois-ci sur les volcans. Les volcans, c'est une grande figure politique de l'imaginaire qui naît à la fin du XVIIIe siècle, à la veille des révolutions qui secouent l'Europe. C'est une grande figure parce que le volcan, c'est un élément qui fascine chez Sade, en particulier, avec le Vésuve, avec les excursions. C'est une métaphore politique, c'est-à-dire dans cette Europe qui se pense bloquée, dans les décennies qui précèdent l'ère des révolutions, eh bien le volcan fait fantasmer comme quelque chose qui soudain va venir tout détruire et régénérer pour créer un nouveau monde. C'est comme ça qu'on l'en met en scène. Eh bien, le volcan qui est le nôtre aujourd'hui avec les processus d'érosion, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait un recommencement qui va nous faire réhabiter un nouveau monde tout neuf. C'est pas la régénération
au sens du XVIIIe siècle, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, avec des processus d'érosion à différentes dimensions temporelles aussi. Et là, on est, comment dire, on est tout à fait démunis. Je pense aussi à l'œuvre de Lala Dals, qui utilise la pietra dura et qui fait des sortes de carottages qui font s'empiler des déchets. Eh bien, elle vient interroger une figure qui est une figure classique, l'idée que la géologie, c'était une couche qui se disposait sagement l'une après l'autre. C'est comme ça qu'on enseignait les choses. Aujourd'hui, on se rend compte que avec la Terre qui se met en mouvement, avec les changements environnementaux et climatiques accélérés, eh bien, c'est pas un paysage sédimenté bien changement, mais on est face à des sortes d'actualisation de potentialités. Je m'explique très simplement. Par exemple, si on prend le risque inondation aujourd'hui, eh bien, il fera ressurgir des rivières, des bras qui n'existent plus depuis le Moyen-Âge de l'Antiquité, mais qui sont là, comme enfouis dans le paysage, et où l'eau peut repasser là où elle est repassée un jour. Et donc, vous voyez, ça veut dire que l'actualisation, c'est que soudain, ce qui était bien enfoui sous nos pieds se met soudain à être au premier plan dans nos vies. Par exemple, si je prends l'inondation en 1910 qui a touché Paris, eh bien, la gare Saint-Lazare a été inondée à cause d'un bras ancien médiéval de la Seine. Personne aujourd'hui ne peut imaginer le quartier de la gare Saint-Lazare sous les eaux, parce qu'il est à plusieurs kilomètres, il est éloigné de la Seine. Eh bien oui, l'eau reprend son chemin. Et donc, vous voyez, et du coup, la question qui surgit, qui est une question, alors là, je pense cette fois-ci commune, entre les artistes et les chercheurs, les historiens en particulier, c'est comment est-ce qu'on invente des nouvelles formes temporelles qui permettent de rendre compte de ce qui arrive et d'essayer d'organiser les choses et de s'orienter. Excellente question. Ok, donc vous avez mentionné brièvement les glaciers. Il y a une œuvre dans l'exposition, notamment celle de Studio Folder, qui est une recherche. L'œuvre en elle-même existe simplement comme essai de restitution d'une recherche qui a beaucoup de la recherche scientifique, mais une manière de questionner. Donc, il y a beaucoup d'éléments aussi qui suivent une méthode tout à fait scientifique de récolte de données, d'analyse, d'observation sur le long terme, etc. Mais avec un questionnement que part d'un esprit de recherche et d'enquête tout à fait artistique. Et donc, il y a une rencontre de deux, pas simplement de disciplines différentes, mais aussi de manière d'investiguer un sujet commun, qui quand même a pris une forme assez claire. Et voilà. Et donc, encore une fois, on questionne quelque chose qui change, on l'investigue, les artistes ont cherché à comprendre quelque chose qui est là, qui est loin en fait des lieux dans lesquels on habite. Je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que ça vous a évoqué, si ça vous a fait penser à autre chose, un peu cette relation, cette question de la recherche, de l'observation du monde, par deux chemins qui se rencontrent en fait. Ce que vous décrivez, c'est un phénomène très important qui s'est passé ces dernières années, où on voit de plus en plus les artistes faire des enquêtes, et en particulier les enquêtes historiques. Des enquêtes historiques, aller dans les archives, faire l'histoire des sciences, utiliser l'histoire environnementale. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle souvent, comme historien de l'environnement, on est contacté par des artistes qui travaillent sur les migrations de plantes, sur une histoire des paysages tels qu'ils ont changé, de l'exploration, de la conquête du monde, avec la critique de la colonisation. Mais ça dit quelque chose de plus profond que simplement une connexion qui se passe par partageons ensemble des matériaux. Ça veut dire que, un certain nombre d'outils de connaissances sont en train de se réorganiser autour de la question des temporalités. C'est-à-dire la prise de conscience que l'on est dans un monde qui nous est devenu pour partie inconnu,
partie inconnue, alors qu'on croyait si bien connaître, parce que c'est pas le monde qui est loin de nous. Ils ont fait une enquête dans les Alpes, hein. Ils sont pas allés au fin fond de la forêt amazonienne, hein, quoique le fin fond de la forêt amazonienne n'est plus forcément non plus un monde inconnu. Bon, mais proche de nous, on est face à quelque chose à redécouvrir. Et là, il y a quelque chose, comment dire, il y a un élément qui est tout à fait fort, c'est que c'est un renouveau d'une forme d'exploration de la Terre, d'enquête, et à un moment où le temps, l'histoire n'est pas le monopole des historiens, ce que je trouve tout à fait intéressant, hein. D'ailleurs, l'histoire ne s'est jamais définie comme la science du temps, c'est la science des hommes et de leurs différences dans le temps, comme disait Marc Bloch. Donc c'est très très bien que ce soit partagé. Ce qui d'ailleurs permet des éléments de rapprochement extrêmement forts entre les sciences de la Terre, qui sera aussi de revenir des sciences historiques, les sciences sociales, qui ne sont pas tous des sciences historiques, certaines résistent, enfin bon. Et ce qui veut dire aussi que dans ce basculement, eh bien, on est en train de rentrer dans une époque où il s'agit d'investiguer la singularité, au lieu de travailler sur les économies d'échelle, sur la reproductibilité, c'est ce monde de la déglobalisation, hein, dans lequel on rentre après avoir cru si fortement à la globalisation, à une globalisation qui était sans limite, et avoir négligé la façon dont cette globalisation produisait en même temps une forme de déglobalisation et d'écart. Et là, on retrouve, comment dire, pour aller encore un petit peu plus loin, dans cette forme d'enquête, eh bien, on est face à des situations qui sont tout à fait différentes, parce que c'est enquêter sur une Terre qui s'est mise en mouvement. Dans cette œuvre-là, eh bien, c'est la question de la façon dont les frontières des Alpes, les endroits où on ne pouvait pas voir le sol sous les glaciers, ont été fixées sur des lignes, des crêtes qui sont de la glace, et qui en fait sont en train de se modifier. Et comme historien, ce que je trouve extrêmement intéressant, et c'est là qu'on voit un élément de réponse par rapport à la question de la forme du temps, c'est qu'on voit surgir une forme d'archaïsme, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes plus anciennes où les éléments, comment dire, où on ne concevait pas les éléments naturels comme stables et fixes. Par exemple, dans le droit médiéval, il y a toute une partie très importante de ce qu'on appelle les accrus, c'est-à-dire le statut juridique des nouvelles îles qui apparaissent dans des rivières et des fleuves. Quel est le statut juridique? Est-ce que quelqu'un en est propriétaire, etc. Et donc c'est plutôt, comment dire, une modernité, enfin ce qu'on appelle l'individualisme possessif, c'est-à-dire une forme de droit qui surgit peu à peu à l'époque moderne, qui dit un morceau de terre, un propriétaire et des limites qui sont fixes, qui nous ont fait oublier que le droit médiéval était un droit beaucoup plus mouvant. De même que le droit des Amérindiens, lorsque les colons arrivent en Nouvelle-Angleterre, ils sont face à des sociétés qui ne considèrent que la propriété change selon les saisons. Qu'il peut y avoir plusieurs propriétaires. Donc c'est ce triomphe de l'individualisme obsessif qui nous a fait, comment dire, qui a créé ces écrans qui nous empêchent de voir. Donc je crois que la question que vous posez, c'est finalement, il faut prendre ça comme quelque chose qui va beaucoup plus loin que simplement de dire le point de connexion, si on fait des enquêtes avec des matériaux historiques, des archives, et puis on montre comment on remet en cause la question de frontières. Parce qu'en même temps, l'œuvre le dit bien, eh bien, on continue à avoir des frontières. Donc, qu'est-ce que c'est une frontière mouvante? Qu'est-ce que c'est? Le concept de frontière ne disparaît pas. C'est exactement le problème du changement historique. Le problème du changement historique, c'est comment une société se transforme dans un contexte nouveau avec des outils qui sont hérités, symboliques, juridiques, économiques. Et c'est exactement ce que l'on voit dans cette œuvre-là. Et il ne faut pas croire que ça se passe, que tout bouge au même rythme, ni qu'on recommence à zéro. Même on sait qu'il y a aujourd'hui un imaginaire de l'effondrement des civilisations, mais il y a eu suffisamment de débats sur, comment dire, un certain nombre plusieurs livres qui ont thématisé l'effondrement de l'Empire romain ou d'autres. On sait qu'en réalité, même quand Kyle Harper sur l'effondrement de l'Empire romain, en fait, il parle d'une période de 300 ans. Hein, donc c'est des choses, c'est tout notre imaginaire de la temporalité qui est pas du tout adapté et qui est à renouveler.
Euh, je fais un petit pas à côté maintenant parce que je serais un peu curieuse de connaître un peu votre point de vue sur sur la fameuse distinction, séparation entre nature et culture. C'est quelque chose qu'on a évoqué. Vous avez évoqué les deux trains au début de votre intervention. Je voulais un peu savoir qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'ai été, comment dire, comme beaucoup d'autres, extrêmement influencé par à la fois Bruno Latour et Philippe Descola, avec des modalités différentes, c'est-à-dire, mais comment recevoir le geste qui a été le leur, c'est-à-dire ce geste faisant tomber la séparation entre nature et culture. D'abord, il faut rappeler que chez Bruno Latour, eh bien, nous n'avons jamais été modernes, donc on a fait comme si on pouvait séparer, comme si on avait séparé nature et culture pour mieux masquer la multiplication des hybrides. Donc, en fait, il n'y a pas de séparation possible entre nature et culture. Chez Philippe Descola, c'est quelque chose qui est plus, qui est plus rigide. Il y a eu séparation entre nature et culture, mais on a eu le tort de le recevoir comme un anthropologue de l'Occident, ce qu'il n'est pas, et ce qu'il n'a jamais prétendu être. Donc, je pense qu'on a rigidifié la complexité de sa critique. C'est plutôt un geste critique qui est apporté à ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient séparer nature et culture, sans avoir, je pense, l'ambition d'épuiser la description de la façon dont ces sociétés fonctionnent. Et pour ma part, je pense qu'il y a eu dans la réception quelque chose qui est un point de limite, c'est le succès qui a eu le thème des attachements. Composer le monde autrement. Si on prend pour résumer, disons que s'il n'y a pas de séparation nature-culture, ça veut dire que tous les êtres qui habitent ce monde ont des formes d'attachement, des choses qui les relient. C'est l'idée très forte, ce qui veut dire qu'on peut socialiser des non-humains. Philippe Descola n'a jamais dit qu'ils étaient socialisés de la même manière exactement. On ne socialise pas de la même manière, un puma et une tubercule ou un rocher. Enfin, donc déjà, il faut le lire pour voir qu'il y a une très très grande complexité. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que je me demande que finalement, la difficulté, c'est qu'appliqué au monde des naturalistes, au monde occidental, eh bien, notre monde se compose pas avec des attachements symboliques et immatériels de la même façon que dans d'autres sociétés. Je m'explique. Ce qui caractérise le monde occidental, c'est la capacité à multiplier les artefacts, les objets, de manière presque pathologique, ce qu'en ne font pas les sociétés non naturalistes, qui n'ont pas de musée, qui n'ont pas de forme bâtie, de cathédrale, qui ne collectionnent pas, qui n'accumulent pas plus d'objets possédés qu'ils ne peuvent en profiter et en jouir. Et donc, ce qui caractérise notre monde, c'est que c'est un monde très très peuplé de formes. Très très peuplé de formes, d'objets. Et c'est une limite de la thématique des attachements, comme si, vous voyez, il suffisait de se créer de nouvelles sensibilités pour changer notre monde. On peut se rendre sensible autrement, c'est vrai, c'est important de changer les affects, mais il se trouve que nos rapports sont toujours médiés par tout un tas de choses. Des lieux, des objets, des formes bâties, des grammaires, etc. Et donc, je suis persuadé aussi aujourd'hui de plus en plus que finalement, la difficulté à aller jusqu'au bout de ce geste critique, c'est d'avoir une prise de réel suffisante. Et pour avoir une prise de réel suffisante, il faut passer par des formes. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé, par exemple, au musée. Au musée, c'est pas que j'ai décidé de devenir un historien des musées. Je ne serai jamais, il y a de beaucoup plus grands spécialistes que moi, mais ce qui m'intéressait, c'est que le musée, c'est une forme. C'est-à-dire qu'à la fin du XVIIIe siècle, on crée l'idée qu'il faut arracher les œuvres aux éléments extérieurs, la pluie, le vent, la température qui les abîme, les sculptures d'extérieur, pour les mettre dans un lieu dont on va entièrement réguler tout. La température, l'humidité, l'hygrométrie, et jusqu'à l'accès des visiteurs. Et donc ça, c'est une forme. C'est à la fois une forme bâtie, une forme institutionnelle, etc. On peut dire, regardez, exemple de séparation nature-culture. Le musée s'est construit contre la nature.
ce qui est tout à fait vrai dans un sens littéral. Il s'agit d'arracher les œuvres à la nature pour les conserver et les transmettre de manière inaltérable aux générations futures. Mais quand on fait une enquête à l'intérieur d'un musée, on se rend compte qu'un musée, c'est un lieu où on passe son temps à gérer des processus, des choses qui se transforment, qui s'altèrent, des vernis, des problèmes d'éclairage qui marchent jamais, parce que qu'est-ce que c'est un musée sinon mettre des œuvres dans un lieu qui n'a pas été prévu pour elles, qui n'est pas l'atelier de l'artiste, et les mettre en relation avec des œuvres qui n'ont pas été prévues pour mettre ensemble. Donc ça crée tout un tas de problèmes, et c'est là qu'il y a un levier, c'est qu'à partir de là, eh bien, on trouve à l'intérieur de la forme musée un certain nombre de contradictions et de tensions qui sont finalement des éléments qui permettent de le faire bouger de l'intérieur. Je donne un exemple du chapitre inaugural de mon livre sur l'écologie au musée, au Louvre. Ça commence par des statues qui étaient des statues d'extérieur, place des Victoires à Paris, les captifs enchaînés, qui n'ont pas été détruits à la Révolution française parce que les révolutionnaires, ça s'appelait les esclaves, et donc les révolutionnaires ont libéré les esclaves. Alors ils ont fondu la statue du roi, son cheval, tout, hein. Les esclaves, ils les ont libérés. Ils se sont retrouvés avec des statues énormes qui font plusieurs tonnes, 2,02 m de hauteur, etc. Et donc on ne peut pas les faire rentrer dans un musée. Et ces statues étaient à 600 mètres du Louvre, et elles ont mis 2 siècles à faire les 600 mètres, ce que j'étudie. Et il se trouve que c'est les premiers bronzes que l'on voit au Louvre, qu'on n'a pas restauré à neuf, et sur lesquels on voit les traces de la pluie, les traces de l'oxydation créée par le charbon, quand ils étaient à l'extérieur, qui donne ce vert caractéristique. C'est une des 2 salles du Louvre dans lesquelles il y a des arbres aussi, parce qu'on les a mis dans une cour d'extérieur, c'est un endroit suffisamment grand, qui a été recouvert d'une verrière dans la restauration du Louvre par Paye. Et donc ça nous dit beaucoup de choses. Et ça montre que du coup, on peut transformer de l'intérieur en utilisant des contradictions et des tensions. Et c'est ce que j'appelle une prise de réel potentiel. Mais ça passe pour la forme. Je travaille beaucoup maintenant avec des architectes, par exemple. Je trouve que c'est exactement la même question. C'est-à-dire que comment habiter ce monde, c'est-à-dire habiter, eh bien, si on dit on s'est trompé, on rase tout et on fait un joli monde tout neuf, c'est tout simplement insoutenable d'un point de vue énergétique et extractiviste. Donc on n'a pas d'autre choix que d'hériter ce dont on a fait, et d'habiter autrement ces formes en les mettant en mouvement, en transférant l'affectation des bâtiments, en utilisant des interstices, en utilisant encore une fois des potentialités. Alors ce qui ne veut pas dire qu'on rend tout, on réenchante tout, parce que faire ça, c'est des rapports de force, c'est des contradictions, c'est interroger les modèles économiques, etc. Mais c'est travailler sur des choses existantes qu'on remet en mouvement. Et d'ailleurs, une des choses qui m'a frappé dans la sélection que vous avez faite, c'est qu'on voit qu'un certain nombre d'artistes travaillent aussi des techniques anciennes. Travaillent des techniques anciennes, ici, ils les réutilisent, ils mobilisent des techniques, de la pierre dure, il mobilise des cartes telles qu'on le faisait, des moulages de formes géodésiques telles que le faisait au XIXe siècle, etc. Ce qui veut bien dire que pour habiter ce monde, on dialogue avec des choses anciennes qu'on met en mouvement, et je crois que ça nous donne quelque chose aussi qui est très positif, parce que c'est ni le sentiment de blocage, ni le rêve d'une sorte d'effondrement qui nous permettrait de repartir à zéro. Voilà. Mais c'est quelque chose de coûteux, de difficile, et qui demande du temps, parce que pour faire ça, eh bien, il faut faire des enquêtes. Il faut faire des enquêtes, puisqu'il faut définir lieu par lieu quelles sont les potentialités d'actualisation et de transformation. Ça n'a rien à voir avec l'économie de la globalisation sans limite, puisque l'économie de la globalisation sans limite, qui existe encore toujours dans une grande partie du monde, c'est la standardisation. C'est-à-dire qu'on fait le même objet, et plus de fois on fait le même objet, plus on a des économies d'échelle qui permettent de gagner de l'argent. Là, on est de la singularité. Tout devient unique. Et donc, on rentre dans un monde, ce que j'appelle dans le livre sur l'eau, un monde par contiguïté, et non par un monde par continuité, où le monde était en quelque sorte plat et infini. Eh bien, il y a des contiguïtés, et d'ailleurs, l'espace d'exposition, tel que vous l'avez investi, c'est un espace aussi par contiguïté. Vous avez mis ensemble des œuvres qui n'étaient pas prévues pour être ensemble,
Donc on crée un dialogue, des rapports, on tourne autour, on essaie de comprendre, on revient sur nos pas, on visite une fois, on revient une autre fois, et même si on n'y revient pas, on y repense. C'est une façon de redonner du sens et de repeupler extrêmement puissante. Et vous voyez, donc on fait tenir ensemble deux choses, hein, c'est-à-dire la critique de la possession de la nature, et en même temps le fait de donner du sens et de repeupler, et on fait dialoguer les deux. Merci beaucoup. Je voudrais terminer avant de peut-être ouvrir au public. Vous demandez, en fait, j'ai revenir un peu à votre dernier livre, L'histoire de la pensée écologique. C'est le dernier, si je ne dis pas de bêtises. Qui est structuré en deux grandes parties. L'écologie sans histoire et l'histoire de l'écologie. Et en fait, dans ce livre, vous listez vraiment des propositions presque assez concrètes pour faire bouger les lignes de cette pensée écologique. Donc, je voulais un peu vous demander la question de un peu le pourquoi vous avez décidé de structurer ces deux grands parties dans le livre comme ça, sur la question du temps, de l'écologie sans histoire. Ça, c'est assez intéressant, suivi par presque son opposé. Comment vous arrivez à ces propositions d'ancrage vraiment dans le temps, dans la question temporelle plutôt que dans la question spatiale, aussi dans le champ vraiment de l'action citoyenne et politique. C'est un livre, ça s'appelle L'histoire de la pensée écologique, c'est un livre assez court. Ouais, voilà, 200 pages, je crois, ou 220 pages. C'est très très court, parce qu'on va dire l'histoire de la pensée écologique, il faut au moins 10 volumes. 10 volumes, alors, comment dire, certains volumes ont déjà été écrits par d'éminents collègues. On fait la liste de tous ceux qui ont alerté de tous les problèmes écologiques. Alors, il se trouve que dès qu'on rentre dans les archives, c'est plein de problèmes écologiques. Toute l'histoire des sociétés humaines est une histoire de problèmes écologiques, même bien avant qu'on nomme ça problème écologique. Tout simplement, qu'est-ce que c'est vivre sur un territoire sans l'épuiser, permettre une régénération des ressources, c'est présent partout. Et donc, la gageure, c'est de dire, eh bien non, au contraire, d'écrire une histoire de la pensée écologique très courte, pour aller un petit peu, ce que je pense, ce qui était tout à fait neuf, un petit peu aux racines. Et la racine, ce que je défends dans cet essai inaugural, c'est le fait que la singularité de l'écologie, si on prend les grandes idéologies qui naissent à la fin du 19e siècle, alors pour l'écologie on peut dire ça avec la création des parcs naturels aux États-Unis, à partir des années 1870, etc., c'est que c'est la seule grande idéologie qui ne s'est pas située dans le temps. D'ailleurs, on dit l'écologie, on ne dit pas l'écologisme. Le suffixe isme veut dire, c'est un suffixe qui est la mise en mouvement, hein, en grec, alors qu'on dit le socialisme, le communisme, même le nazisme, le fascisme, enfin le libéralisme. C'est la seule qui en a. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce mot assez étrange qui désigne à la fois une science, l'écologie, et en même temps ceux qui défendent et qui militent pour les êtres que décrit cette science, et cette absence de mise en mouvement. Et en remontant de manière peu conventionnelle aux racines théologiques américaines, je montre l'importance du moment, non pas 19e siècle, mais du moment antérieur, du moment 17e siècle, qui sont le moment les puritains. C'est-à-dire ces sectes protestantes, enfin, qui quittent l'Europe parce qu'ils sont extrêmement déçus, la fin des temps n'est pas arrivée. Donc pas la Jérusalem céleste tout de suite, et donc quitte l'Europe pour trouver une terre promise, c'est-à-dire en attendant la fin des temps, créer une forme de paradis terrestre qu'on va spatialiser. Et d'abord, ils inventent des villes, ils créent Boston, enfin, par exemple, et dans les villes, rapidement, ça marche pas très bien, donc la ville devient l'image du mal, et ils inventent cette idée, c'est-à-dire finalement, la ville, c'est le mal, et les traces du paradis, les traces de la création divine, on va les trouver dans la nature. C'est ça le renversement absolu, de dire les dernières traces de la création divine, intactes,
Ce sont ces éléments de nature, ce qui deviendra après les parcs nationaux, etc. Et donc, à partir de là, ce que je montre, c'est que l'écologie s'est construite sur un modèle spatial, c'est-à-dire celle d'un paradis perdu, à défendre, à conserver ou à recréer. Alors que toutes les autres idéologies sont construites sur un modèle temporel, c'est-à-dire proposer un horizon d'attente, proposer un monde meilleur. Et ça fait une très très grande différence. Défendre une portion d'espace pour le protéger et proposer un monde meilleur. Et c'est quelque chose sur lequel l'écologie n'a pas à travailler, ce qui explique d'ailleurs comment les mobilisations écologiques passent leur temps à monter puis à s'effondrer, à monter avec très peu de mémoire, très peu de mémoire de ces mouvements-là. Or, si on reprend au début de nos conversations, à ce moment dans lequel on est rentré, alors ce modèle spatial, il a très bien marché pendant 2 siècles, pour faire des zones protégées, des zones conservées, avoir des portions de nature. Alors, même si on sait très bien que ça a été fait pour les urbains, que ça a été fait dans des inégalités géopolitiques extrêmement fortes, il n'empêche que, il paraît difficile de dire il faut jeter tout ça à la poubelle, en fait, ça ne servait à rien. Ni la protection des espèces, ni les zones protégées, etc. Bon, mais là, en tout cas, ça a atteint ses limites, puisque tout se remet en mouvement et tout est affecté. Vous pouvez faire une zone protégée, eh bien elle est affectée aujourd'hui par ce qui se passe à des milliers de kilomètres de là, par le climat de la Terre, par les circulations d'espèces, par le sol qui se remet en mouvement, par la fonte du pergélisol, etc. Et du coup, eh bien, il faut à la fois travailler sur cette forme, avoir une écologie qui se pense dans le temps. Et c'est là que le lien se fait avec le projet politique, parce qu'il se trouve que nos sociétés n'ont plus de projet politique, ont du mal à avoir une promesse d'avenir, qui était le grand élément fondateur, enfin, de toutes les idéologies, qui ont structuré la vie politique. Et donc l'intuition, c'est de dire, il faut travailler sur un horizon d'attente, le recréer, qui soit pas le progrès, qui soit pas le futur au sens, la promesse radieuse d'un avenir sans limite ou qui est fondé sur une accumulation de biens matériels, etc. Mais quelque chose qui est à venir, qui n'est pas encore tout à fait là, qui est inventé. Et là, c'est un travail conjoint d'imagination et de description. J'étais très frappé par quelque chose que j'ai entendu Bruno Latour dire plusieurs fois, c'est de dire on n'a pas fait pour la civilisation écologique le travail que l'on a fait pour la civilisation industrielle. C'est le travail de description, d'imaginaire, alors qu'on parle tout le temps des imaginaires, de raconter des histoires, etc. Mais pensez au travail gigantesque qui a été fait pour la civilisation industrielle, c'est-à-dire d'écrire cette chose nouvelle. Les penseurs, les philosophes, les écrivains, les peintres qui sont mobilisés, mais pour décrire, pour comprendre ce qui se passait dans les villes, dans les usines, dans les foyers, dans les cadres mentaux, partout, et en direct. Je ne pense pas qu'on ait fait l'équivalent pour la civilisation écologique, et aussi parce qu'elle est organisée sous le prisme de l'urgence. Or, tout ceci demande du temps. Ça demande du temps. Il faut décrire morceau par morceau, il faut considérer que ce monde nous est pour partie inconnu, et trouver des leviers d'action qui sont ses potentialités, qui sont ses prises de réel. Mais dès que vous essayez d'introduire ça, on dit ben c'est bien gentil, mais non, mais c'est urgent. Mais ça fait plusieurs décennies qu'on dit que c'est urgent. Et vous voyez bien la limite. Par exemple, transformer l'éducation, la façon dont on apprend l'histoire, l'éducation, la façon dont on fait là, c'est des temporalités longues. C'est pas l'urgence. Et on sait qu'un art de l'urgence, c'est pas forcément la chose la plus intéressante. C'est pas, de l'instantané ou de. Mais ça, c'est une autre discussion. Est-ce que on a des questions dans la salle? Oui? Non? Ok. Peut-être, peut-être pas. Sinon, nous, on continue. Hein. Alors, 2 questions déjà, il y a 2 questions. Voilà. Oui, mais moi, c'était juste, j'étais curieuse de savoir en quoi consistait votre travail actuel avec des architectes. Alors, mon travail actuel avec des architectes, c'est que, l'architecture est dans un moment extrêmement intéressant, qui est de savoir ce qu'il faut continuer à construire. On sait aujourd'hui que dans les écoles d'architecture, un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes en architecture ne veulent plus construire. Donc,
la profession est tout à fait ébranlée. Les modèles économiques de l'immobilier, la promotion immobilière sont aussi fragilisés, parce que les modèles économiques, ça consistait ni plus ni moins à faire deux choses, soit raser des bâtiments existants pour faire plus grand, plus neuf, ce qui produit un carbone, ce qui relâche du carbone, soit construire sur des terres agricoles, sans fin, ce qui est la chose la plus économique du monde. Et donc, on a un moment où l'architecture est en train de basculer, puisqu'il s'agit de travailler sur des existants, des immeubles de bureaux pour en faire autre chose, des bâtiments qui existent pour les habiter autrement, des interstices, trouver du foncier, etc. Et ce que je fais très concrètement, enfin, l'architecte, c'est que justement, j'apporte des méthodes de description en disant, ben, quelles sont les potentialités de transformation d'une forme. Alors, par exemple, comment dire, j'ai la chance de faire partie d'un groupement, d'un des 5 groupements finalistes pour le concours de la nouvelle entrée du Louvre, où je travaille sur l'écologie du patrimoine, le rapport à la ville, intérieure, extérieure, etc. Donc ça, je ne peux pas en parler, donc j'en parlerai pas, puisque on est en train de travailler. Mais je vous donne un autre exemple. J'ai travaillé sur des forts militaires. Alors, les projets n'avaient pas marché, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. On veut dire, un fort. Comment est-ce qu'on va faire d'un fort militaire un lieu écologique? Alors bon, on peut faire du green machine, on peut dire on va planter des arbres, on va réenchanter, alors bon, d'abord ça coûte cher, il faut trouver un modèle économique, etc. Or, qu'est-ce qu'il y a d'écologique? Un lieu qui a servi à faire la guerre entre humains. Un lieu brutal, un lieu violent. Mais la méthode que je vais utiliser, c'est de dire repenser, c'est de dire voilà, on va comprendre les formes comme un arrangement situé entre humains et non humains. Et d'un fort, on peut donner une définition tout à fait différente. Qu'est-ce que c'est un fort, sinon un lieu qui a été construit pour tenir un siège alors dans les forts sur lesquels j'avais travaillé, c'était très simple, toujours la même formule, c'est les forts Séries de Rivière, toujours la même commande. Les Séries de Rivière, on a construit 700 comme ça en France, avant et après la guerre de la défaite de 1870. C'était tenir un siège pendant 2 mois pour entre 300 et 600 hommes et 6 chevaux. Donc ça veut dire que c'est une forme tout à fait durable. Ça veut dire que c'est des lieux qui ont été construits comme être tout à fait autosuffisants pendant un certain nombre. Et par une enquête, en allant dans les archives, j'ai pu montrer comme ça sur 2 cas sur lesquels j'ai travaillé que ces forts en question avaient tous des systèmes de récupération des eaux de pluie existants encore, avec des citernes gigantesques parce qu'il faut avoir des stocks, il faut avoir de l'eau, qu'il y avait l'énergie étant peu disponible et chère, eh bien, il y avait des systèmes d'efficacité énergétique et de circulation de l'air naturel, de ventilation qui existaient, des conduits bouchés qu'on retrouvait dans les archives, etc. Que c'était une architecture qui utilisait pour résister à la violence de l'artillerie, qui avait progressé, qui utilisait un mélange de maçonnerie en mettant de la terre dessus. 2 mètres de terre, généralement, par-dessus la maçonnerie, parce que la maçonnerie seule ne pouvait pas résister. Et donc, dans des endroits totalement artificialisés et urbanisés aujourd'hui, eh bien, le seul endroit où il restait de la terre agricole, c'était ces forts, parce que la terre avait été mise dessus, la très bonne terre, donc on pouvait en faire quelque chose. Enfin, un dernier élément, c'est que ces forts-là n'ont jamais été des lieux de production agricole, mais par contre, ils avaient une fonction de stock, puisqu'il fallait des magasins gigantesques, et donc c'est une forme de stockage du temps. Vous voyez. La difficulté, par contre, c'est que ça rentrait dans une description compliquée, difficile à s'approprier. Ça supposait un modèle économique, d'inventer un modèle économique, et généralement d'un lieu historique ou d'un type comme ça, on sait les transformer pour en faire soit un musée, c'est un lieu totalement financé par l'argent public, et on voit les limites aujourd'hui, soit un hôtel de luxe. Mais entre les deux, il reste 90% ou plus des lieux hérités. Vous voyez, mais en fait, il y avait des potentialités. Et pourquoi ces potentialités-là ne marchaient pas? Parce que tout simplement, c'était des questions d'observation, d'enquête, de protocole. Par exemple, très simplement dire il y a des conduits d'aération qui existent partout. Les anciennes cheminées qui étaient faites pour circuler l'air et on va les utiliser. C'est presque impossible de faire admettre à un bureau technique. Qui va dire mais non, c'est pas dans les normes, c'est pas obligatoire. Et puis aussi tout simplement parce qu'en fait, ils savent pas calculer. Mais on peut faire bouger ces choses-là. On peut les faire bouger. Et ça, j'en suis tout à fait persuadé. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de dire qu'ils étaient écologiques sans le savoir, mais on utilise des potentialités de transformation qui sont là.
Je n'ai pas compris de quelle époque datait les forts. Il datait des années 1870. Donc mais ça marche aussi sur d'autres, sur des forts, sur des forts du XVIIe, et vous voyez, on les utilise pour en faire tout à fait autre chose. Donc c'est une façon de se mettre en mouvement. Et d'ailleurs, je ne savais pas à l'époque quand j'ai travaillé sur les forts, mais puis j'ai fait une visite de terrain avec un groupe de recherche dans le Jura. On te base sur un exemple, ça m'aurait intéressé si j'avais connu, parce qu'en plus il y a un modèle économique sur le deuxième fort le plus grand, le plus important de France, qui est le fort des Rousses. Qui a été racheté par un fromager parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de mieux pour faire affiner du comté que ces couloirs gigantesques. Et c'est quelque chose qui était fait pour mettre des munitions, et il a ce fort qui fait 10 000 mètres carrés, je crois, rempli de, j'ai calculé qu'il y avait quelqu'un de 10 millions d'euros de comté dedans à l'intérieur. Et parce qu'il a étudié, en fait c'est tout simple, c'est que en fait, c'est la question, comme l'un des articles qui est présenté ici, c'est la question de l'évaporation. L'évaporation fait que ça remonte, comme c'est voûté, ça part sur les côtés au lieu d'être bloqué, et donc ça rentre tout à fait par le processus géochimique d'affinage avec les enzymes qui sont à l'intérieur. Et donc ça, c'est vraiment qu'on utilise une potentialité, alors que ces forts n'ont jamais été construits pour faire affiner du comté. Oui. Et donc il l'a racheté, il en fait un lieu extrêmement rentable, et donc c'est ce potentiel, vous voyez, qui à la fois on conjoint toujours des formes d'imagination, mais qui sont liées à des formes de connaissance. Il ne s'agit pas juste de créer un nouveau récit, comme ça, de réenchanter le monde. On a les deux en même temps. Il faut étudier techniquement, concrètement. Oui. Oui, je vais rapidement poser ma question parce que la présentation est tellement vaste, avec tellement de disciplines différentes qui rentrent, des questions très, très diverses et variées. Je voulais en fait poser la question, peut-être un peu comme ça, mais comment faire rentrer c'est l'émotion finalement, l'émotion et peut-être l'émotionnalité dans l'histoire de l'environnement. Je trouve que c'est une question qui est un peu caractérise un peu notre époque. J'ai aussi lu un peu un Australien, un chercheur australien qui parlait de la solastagia. C'est un peu cette idée qu'on est sur cette terre et qu'il faut faire face à une nostalgie un peu de l'environnement, une nostalgie de paysages qui changent, de glaciers qui sont plus là, et que c'est vraiment un souci nostalgique, donc presque psychologique de l'être humain, peut-être caractérisé de notre époque en Occident, et qu'à la fois on est porté sur cette croyance dans les technologies ou sur ce nihilisme un peu de rien ne va plus. Je voulais juste un peu savoir si on pouvait faire une lecture émotive finalement de l'histoire de l'environnement, et comment pour faire parler ce qui n'est plus là, peut-être aussi en Occident, et voilà, c'est un peu une question comme ça à coup de tête, mais comment est-ce que vous voyez cette lecture finalement à travers l'émotion, peut-être comme lecture proactive? C'est une question très importante, merci de l'avoir posée. Pour y répondre, j'apporte une précision. Moi, je suis un historien à l'origine des XVIIe et XVIIIe siècles. Je ne suis pas un historien du monde industriel ou de la technique. Je dis ça parce que souvent, on pense que l'histoire environnementale, c'est la critique de ce que la technique et l'industrie ont fait à la nature, critique qu'il faut faire absolument. Mais finalement, on n'est pas si surpris que cela. Et dès qu'on travaille sur des périodes un peu plus anciennes, en réalité, on a quelque chose qu'on partage avec les anthropologues, c'est cette forme d'étrangement, de distance. Et moi, j'ai toujours pratiqué l'histoire comme travailler sur un monde perdu, sur un monde qui a définitivement disparu. Donc il n'y a pas de nostalgie possible. Il n'y a pas de nostalgie possible puisque ce monde lointain, il a disparu. Et tout ce qui est tradition et identité ne fait que réinventer effectivement ce qu'il faut faire. Enfin, nos sociétés ont besoin de mythes, donc ça ne me gêne pas, mais c'est quelque chose qui m'a jamais, qui a jamais créé d'illusion. Alors, ce qui peut introduire un élément de défaitisme, que de dire finalement
c'est trop tard. Enfin, une forme de pessimisme écologique, c'est tout à fait possible. On en trouve des éléments, c'est-à-dire l'idée d'une césure du temps insurmontable. Il y a ça un peu chez Lévi-Strauss dans le pessimisme écologique, même s'il avait le plus grand mépris pour les historiens. Mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que je le prends. D'abord parce que, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une expérience de sensibilité, c'est que c'est très fort de repeupler le monde. Comme être humain, il se trouve qu'on a un rapport de possessivité à la nature, mais c'est pas notre seul rapport. Et c'est l'expérience que je fais toujours avec mes étudiants et étudiantes, c'est que, eh bien, quand on repeuple le monde de signification, et qu'on découvre des choses invisibles qu'on ne voyait pas, qui sont là, dans une ville, sur un territoire, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien d'avoir des liens, tout simplement comme être humain. Et je demande toujours, comme exercice je demande toujours d'écrire un papier de recherche consistant à raconter une histoire qui au départ ne sépare pas nature et culture, société, être humain et non humain. Et c'est quelque chose qui fait toujours du bien aux étudiants et étudiantes. C'est un exercice. Alors même quand ils décrivent des choses, dures, des rapports de force en fait, puisqu'il n'y a pas d'harmonie. Donc ça c'est un premier élément. Et la deuxième chose, c'est parce que ça crée un rapport avec plus profond que le rapport avec le vivant, ça crée un rapport avec les existants, c'est-à-dire tout ce qui peuple notre monde. Et je prends beaucoup l'histoire orientale comme un travail sur ce qui est invisible. Ce qui est invisible, qui est là, mais qu'on ne voit pas. Et il y a et dans quelque sorte, on devient plus... c'est quelque chose qui enrichit et qui redonne de la capacité, d'action. Je crois que la critique de la possessivité de la nature, il faut la faire, mais il ne faut pas se réduire à cela, parce qu'il faut ouvrir autre chose, et donc c'est tout ce rapport de compréhension qui n'est pas un rapport imaginaire, sensibilité, comme quelque chose d'un petit peu niais, puisque vous avez vu depuis le début, je dis bien que il y a des enquêtes, il y a des outils de connaissance, il y a des formes, c'est très robuste, il y a des rapports de force, etc. Et enfin, comme être humain, on ne peut pas être un être humain sans raconter des histoires, hein, comme disait un collègue australien, Tom Griffiths. Pour être humain, les êtres humains ont besoin de deux choses pour vivre ou survivre, d'eau et de nourriture, et puis de raconter des histoires. Quand on n'est plus capable de raconter une histoire, dire qui on est, où on va, c'est des sociétés humaines et des groupes humains qui sont à la limite de la rupture. Et il y a des exemples historiques qui le montrent, après la Grande Peste noire des années 1340, après la Shoah, après un génocide. Donc c'est un enjeu absolument considérable. Mais évidemment, c'est pas quelque chose qui est de la communication ou un récit facile. Encore, c'est une méthode très exigeante, parce que c'est aussi une méthode de connaissance. Par contre, en psychologie, les éco-émotions sont de plus en plus sujets d'étude. C'est-à-dire que les chercheurs et chercheuses en psychologie commencent vraiment à faire face à des patterns émergents de troubles psychologiques des jeunes, et surtout dans les jeunes générations, mais pas que. Même au niveau de l'enfance, de la première enfance, il y a des patterns qui commencent à émerger, qui sont aujourd'hui appelés éco-émotions. Donc, ils passent de, comme vous disiez, la solastalgie, donc ce mal du pays sans avoir vraiment quitté, sans avoir jamais vraiment parti, l'éco-anxiété, etc. Et tout est caractérisé par des connotations assez négatives. C'est toutes des émotions, des patterns émotionnels et émotifs très très négatives qui affectent profondément le bien-être psychologique des personnes qui en souffrent. Et je pense que dans les échanges qu'on a eus autour de cette exposition,
avec des psychologues spécialisés dans les émotions. En fait, on parlait du fait à quel point c'était compliqué de construire un discours positif lié aux enjeux climatiques, de construire de nouveaux imaginaires, des futurs désirables, quand en fait on est autant confronté vraiment au discours du doomsday, de la catastrophe inévitable, et faire un virage de récits, d'histoires, de narration, de construire des imaginaires de futurs alternatives désirables pour lesquelles ça vaut la peine de se mobiliser et de s'investir est extrêmement compliqué, justement parce que le narratif principal aujourd'hui, c'est celui de la catastrophe. Voilà. Donc, on ne croit pas à la possibilité d'une alternative positive, qu'il y a des solutions possibles. Il y a au moins de manières de réduire les dégâts, de limiter les impacts des activités humaines sur le long terme. Si on n'y croit pas, s'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de place pour rien d'autre. Ça va dans le sens de l'argumentation sur le modèle spatial de l'écologie, parce que le modèle spatial de l'écologie, le paradis perdu à retrouver, il est fondé sur une cassure du temps avant-après. Adam et Ève au paradis, l'expulsion du paradis, la punition, enfin, la catastrophe est fondée sur une cassure du temps avant-après. Et toute mon argumentation, en réintroduisant la processualité et les temps qui bougent, c'est pas avant-après, mais c'est passé, présent et futur, mais plus tels qu'ils étaient constitués dans l'idéologie du progrès, hein. C'était mais quelque chose où, en réalité, j'en suis persuadé, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, ce qui est derrière notre dos, c'est le futur, puisque le futur est déjà là, à cause des changements climatiques, l'inertie des masses de CO2, des choses qui ont été faites, donc le futur est déjà engagé. Et ce qui est devant nous, c'est le passé, parce qu'en fait, le passé est à venir, hein, c'est une formule aussi de Viveros de Castro, enfin, le passé est à venir parce qu'il s'agit d'hériter ce dont on a fait pour l'habiter autrement et pour le mettre au monde. Mais si on est dans la cassure avant-après, on reste dans ce modèle spatial et on est condamné soit à ne rien faire, soit à être cynique en disant il n'y a rien à faire, profitons-en et accélérons dans les derniers mètres qui nous séparent du mur. Et vous voyez bien que toute la mobilisation écologique, c'est le fait d'accordéon, on prend conscience, plus jamais ça, et puis après c'est foutu, et puis on fait pire. Et l'accumulation, la somme de tout ceci crée une trajectoire qui est tout à fait mortifère. Je pense à un ouvrage de Christian Abdou, Géohistoire. Est-ce que c'est dans la même veine ou bien est-ce que c'est une autre école? Alors, je suis embêté, je n'ai pas lu cet ouvrage. Alors donc je vais répondre sans avoir lu l'ouvrage, mais donc je ne sais pas si c'est exactement le cas. En revanche, j'ai un positionnement assez critique par rapport à l'évolution de la géographie. C'est-à-dire qu'à partir des années 1970, début des années 80, la géographie qui était auparavant dans le modèle, qui était le modèle Villal de Lablache, créé à la fin du 19e, c'était une science de la description des lieux dans leur singularité. Est devenue, dans les années 70-80, est devenue une science de l'espace. Est devenue une science de l'espace avec une visée moderniste tout à fait assumée, c'est-à-dire participer à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, à cette forme de rationalisation de la croissance économique, se moquant de la version antérieure de la géographie, puisque c'est vrai que si on dit que chaque lieu est unique, est-ce qu'on fait vraiment une science? Est-ce qu'on fait ouvrir? Moi, j'aime beaucoup les ouvrages anciens de géographie, mais chaque lieu unique, là, il y a un fromage différent. Ah, là, la cuesta est pas la même. Là, les courbes de niveau, non. Et puis les arbres sont pas les mêmes. Et donc, c'est un monde qui échappe peu à peu. Parce que, en fait, en réalité, il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est que dans cette géographie
qui a dominé jusqu'aux années 1970, le sol était fixe en fait. Le sol bougeait pas, donc aujourd'hui il y a la possibilité d'avoir quelque chose de tout à fait nouveau. Mais c'est une vraie question, hein. D'ailleurs, vous prenez, comment dire, alors pardon de donner un exemple français, hein, mais il n'y a plus de géographie au Collège de France depuis 1976. C'est quand même assez étrange. Bon, on dit voilà, c'est bien parce que justement, enfin, cette version comme le dernier, c'était Maurice Lelanoux, qui était un géographe qui détestait la modernité, qui décrivait justement les formes anciennes, ces sociétés anciennes, rurales, qui étaient en train de disparaître. Et c'est donc là, je pense qu'il y a une vraie question et dans l'enquête, dans les descriptions, il y a aussi la façon dont on arrive à faire bouger les différentes disciplines, dont on arrive à créer des dialogues. Et la question de la fragmentation des savoirs et de l'institutionnalisation est une vraie difficulté. Je suis tout à fait pour les disciplines. On pense toujours dans sa discipline, à partir de sa discipline. Ça, mais par contre, il faut créer des interfaces. Et ces interfaces, pour moi, sont des enquêtes, des terrains sur lesquels on va sur un terrain, puis on croise quelqu'un d'autre qui dit t'as vu ça, t'as pas pensé à ça. On dit mince, j'ai pas du tout pensé. Je suis sur l'environnement, dans mon histoire de l'environnement, j'ai pas d'érosion, j'ai pas de bactéries, j'ai essentiellement des animaux et des plantes. Tiens, est-ce que je pourrais écrire une meilleure histoire environnementale? Ouais, je crois beaucoup à ça sur un terrain. Mais c'est une vraie question. La géographie, Bruno Latour avait fait le même constat. Il avait un moment, quand j'avais travaillé avec lui, il voulait créer à Sciences Po un grand institut des politiques de la Terre, en fait, qui n'avait pas pu se réaliser, et il faisait remarquer qu'il n'y avait plus de géographie non plus. Comment dire, dans cette institution. Donc il y a une vraie... Voilà. Alors, le géographe, évidemment, ne serait pas du tout d'accord avec ça, mais vous êtes peut-être des géographes, je ne sais pas. Mais c'est un débat qui mériterait beaucoup plus de temps. Mais c'est pour signaler que c'est une question très importante. Ok, on arrive à la fin. Je posais la toute petite dernière question. Et c'est, si vous devez choisir un élément, un non-humain, un autre, quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, pour écrire une histoire, ce serait qui? Une mer, un océan, des montagnes, des plantes, une forêt, ça serait qui? Non, je dirais que quelque chose de plus profond. En ce moment, j'ai un projet de recherche avec, dans l'océan Indien, avec l'ADN sédimentaire, c'est la façon dont on connaît l'ADN ancien qui permet, à partir d'un fragment de tissu, de peau, de dater le pulpe des dents, d'avoir des épidémies, etc. Mais il y a un tout nouveau domaine qui s'appelle l'ADN sédimentaire qui repose sur des carottages. On fait des carottes de sédiments et on trouve les traces d'ADN de tous les êtres qui sont passés à un moment sur des milliers d'années. Je travaille avec une des équipes pionnières sur ça qui est à Chambéry. Et pourquoi? Parce que la question, c'est toujours essayer de raconter une meilleure histoire et d'aller plus loin. Et il se trouve que ces carottes de sédiments, ce qu'elles ont tout à fait fascinant, c'est qu'elles montrent comment, sur quelques centimètres carrés, il y a un nombre d'êtres qui sont passés par là, qui à un moment habité, et comment est-ce qu'on raconte une histoire commune entre tous ces êtres-là, qui ont laissé des traces. Voilà. Donc, je ferais une carotte de sédiments. Ok, merci beaucoup. Merci Grégory. Merci à tous et à toutes pour avoir été avec nous ce soir. Et bonne continuation.